Bonjour, je m'appelle Adeline et je suis guide au musée de l'Hôtel Sandelin. Aujourd'hui, nous allons nous pencher tout simplement sur quelques chefs-d'œuvre qui, en tout cas pour moi, sont très intéressants effectivement à étudier de plus près. Dans un premier temps, donc, cette soupière en forme de chou. Pourquoi un chou, vous allez me dire? Alors peut-être parce que nous sommes à Saint-Omer, mais vous vous doutez bien qu'on ne se contente pas de cette explication, effectivement, puisque tout simplement cette soupière a été produite par une des 4 manufactures qui étaient présentes au XVIIIe siècle à Saint-Omer, la manufacture Saladin-Lévesque. En effet, Georges-Louis Saladin s'installe au XVIIIe siècle et plus précisément en 1750 dans le faubourg du Haut-Pont à Saint-Omer, après avoir fait une tentative d'installation à Lille qui ne s'est soldée par un échec. Il s'installe donc dans le Haut-Pont et est rejoint rapidement par Jacques-Adrien Lévesque, qui se marie d'ailleurs à sa fille donc en 1752. Cette pièce est très intéressante puisqu'elle est un témoignage des premières productions qui ont été faites dans cette manufacture puisqu'elle date de 1759. Si nous nous penchons un petit peu plus près sur cette pièce, vous voyez donc un bassin qui représente effectivement une partie du chou avec donc 6 feuilles, 6 lobes, et puis effectivement la soupière en elle-même qui reprend ces 6 feuilles également présentes sur le bassin. Enfin, vous pouvez noter un couvercle ici visible avec de nouveau 6 feuilles et puis à son sommet, qui sert également pour s'en saisir, un escargot qui rajoute quelque part à cette soupière vraiment réalisée de façon tout à fait réaliste. Ce qui nous intéresse effectivement ici, c'est donc qu'elle est produite par une manufacture de Saint-Omer présente au XVIIIe siècle, qui malheureusement, à cause de la concurrence anglaise, ferme rapidement, et puis également un procès qui va mettre à mal cette manufacture. On peut parler également rapidement de son procédé de fabrication puisqu'elle est donc peinte à grand feu, c'est-à-dire qu'elle est peinte donc sur une faïence qui n'est pas encore cuite, qui est juste cuite au dégourdi, c'est-à-dire tout simplement de façon à avoir un matériau un petit peu solide mais qui reste encore poreux, qui n'est pas complètement cuit et qui permet donc par contre d'avoir peu de couleurs, le vert, le rouge, le violet et le bleu. Ici, donc, le vert est tout à fait naturellement utilisé et puis ne supporterait pas d'autres couleurs, cette cuisson à haute température. Alors ici, nous sommes effectivement devant une œuvre, on va dire, un petit peu plus classique, même si rien n'est classique, et vous allez le voir dans ce tableau. Effectivement, vous voyez donc une très belle femme, rien de particulier, une femme avec la gorge légèrement dévêtue, donc une étoffe qui l'habille finalement, et puis un petit cordon qui est très important pour la suite de mon explication. Effectivement, cette jeune femme qui est peinte, vous le verrez, et vous le voyez déjà d'ailleurs très naturellement, sans artifice, est Jeanne-Antoinette Poisson, dite Madame de la Pompadour. Donc cette femme qui est une favorite effectivement et qui se fait peindre ici donc par Nattier qui est fils et frère de peintre, donc quelqu'un qui est déjà dans cet univers artistique depuis un petit moment. Donc ce portrait est réalisé, vous le voyez, donc de telle sorte à ce qu'elle paraisse naturelle. Et puis effectivement, elle fait référence tout simplement à Diane, puisqu'elle est, vous voyez, habillée donc d'étoffe, mais également ce petit cordon dont je vous parlais tout à l'heure figure tout simplement le début d'un carquois, effectivement, pour donc retenir les flèches de cette déesse Diane, effectivement. Elle fait référence, tout simplement, cette peinture, à Diane et Actéon. Actéon qui est un chasseur et qui la surprend, tout simplement, dans son bain. Diane est furieuse et transforme tout simplement Actéon en cerf et puis rend furieux, vraiment de rage, ces chiens qui vont le dévorer. L'utilisation de ce mythe ici n'est pas innocente puisqu'effectivement en 1645 Madame de Pompadour rentre à la cour et donc ce tableau qui lui date de 1748 est une réplique, une variante de celui qui se trouve à Versailles qui a été peint en 1746. Donc si vous comptez un petit peu, l'original finalement a été peint un an après son entrée à la cour pour faire voir tout simplement que comme Diane, malgré sa beauté et là son naturel, il faut compter avec elle et elle peut se venger des coups bas éventuels qui lui seront portés à la cour.
Alors restons toujours dans le domaine de la peinture avec cette Sainte Famille et un ange qui est donc attribuée au maître Madone Joufflu. Alors cette appellation est un petit peu particulière, je vous en parlerai rapidement à la suite de mon explication. Ce tableau effectivement est très intéressant à plusieurs titres puisqu'il présente effectivement, comme vous le voyez, d'où son appellation, donc la Vierge et donc l'enfant Jésus, ainsi que, donc vous le voyez à côté, Saint Joseph et puis également un ange. Donc rentrons dans le détail puisque c'est cela qui nous intéresse. Nous voyons donc effectivement notre Vierge Marie donc, qui est couverte d'un manteau rouge. Alors certains y voient ici une référence symbolique donc à sa nature première qui est humaine, et puis donc une robe verte. Et ce qui nous intéresse ici, c'est surtout ce qu'elle fait, puisqu'elle tient d'un côté donc un livre d'heures, un livre de prières, ce qui n'est pas bizarre a priori de sa part, et puis de l'autre côté, elle tient l'enfant Jésus qui lui donc également fait des gestes effectivement intéressants, puisqu'il mange une cerise d'une main et donc s'apprête à en prendre une deuxième dans un plat que l'ange lui tient. Alors cette symbolique, en tout cas la présence des cerises revient assez régulièrement dans le traitement de ce thème, dans d'autres peintures par exemple, et symbolise effectivement la passion effectivement par le rouge tout simplement du fruit. Et puis certains y voient là, en parent peut-être averti, le fait qu'un enfant de cet âge-là ne devrait pas manger de cerises. Ça c'est un autre sujet. Notre ange, lui, est vêtu d'une aube blanche, référence peut-être effectivement à sa sainteté, et puis une dalmatique donc de brocart d'or, donc vous voyez qui est richement décorée et qui est donc peinte avec finesse. L'intérêt de notre tableau ne s'arrête pas là, effectivement, puisque vous voyez dans un premier temps donc la verdure ici qui est représentée au bas de nos personnages avec des pensées, entre autres, qui peuvent être par le nombre de leurs pétales ou leur couleur référence à la Trinité ou aux 5 plaies qu'aurait subi le Christ, et puis également des pâquerettes. Alors ça peut paraître anecdotique, mais ces pâquerettes, effectivement, fleurissent principalement à Pâques, donc une référence ici qui est tout à fait logique dans un tableau qui traite de ce thème sacré. Donc après nos pâquerettes, effectivement, nous trouvons donc effectivement donc à l'arrière-plan donc notre château ici qui est visible avec quelques personnes effectivement que vous voyez représentées tout petits. Nos arbres également qui sont présents, qui signalent tout simplement la végétation, un village, un chien également si vous regardez d'un peu plus près. Et puis sur notre droite, nous voyons plutôt un port avec donc une vieille ville fortifiée qui est représentée, ainsi que des bateaux à voile. Et donc également quelques personnes qui se trouvent donc un petit peu plus près de notre Vierge Marie et de l'ange, donc un âne, et puis donc la représentation d'un village tout simplement. Alors, nous avons parlé des symboliques de couleurs pour la Vierge, pour notre enfant Jésus, et nous n'avons pas encore parlé finalement de Saint Joseph, qui lui est un personnage intermédiaire, et en tout cas cela est souligné de la façon dont il est représenté ici. Il porte du jaune, donc couleur qui peut être associée à cette fonction, et surtout en fait son attitude accentue cette impression, puisqu'il est tout simplement donc tourné vers nous, hein, vers la scène principale, mais le reste de son corps est tout simplement donc de l'autre côté de la peinture, puisqu'effectivement il est assis sur un muret. Il est donc un personnage intermédiaire, et cela est souligné de cette façon-là. On assiste également sur le fait qu'il est vraiment lié au monde terrestre, au monde profane finalement, puisqu'il a la peau tannée, et cela souligne qu'il a gagné sa vie par son dur labeur. Nous avons donc aussi, je ne l'ai pas mentionné, sur le muret, un petit escargot qui peut vous paraître pour vous encore une fois anecdotique, mais qui peut symboliser la renaissance, puisque c'est un animal qui hiverne, qui renaît donc à chaque printemps. Et puis donc on peut voir beaucoup de symbolique au niveau de sa coquille, donc un cycle de la vie qui finalement recommence tout le temps. Là, je vous laisse mettre de vos hypothèses. En tout cas, notre tableau représente du coup aussi la différence entre le monde profane et le monde sacré. Et puis donc également le jardin, donc, qui peut avoir différentes significations, l'Éden ou le paradis, ce qui serait tout à fait logique ici, et puis aussi l'hortus conclusus, ce jardin enclos qui symbolise la virginité de la Vierge. Et donc
finalement, le peintre a ici vraiment réussi à passer les messages et toutes les symboliques qu'il y souhaitait. Une dernière chose avant d'évoquer d'autres œuvres, la perspective atmosphérique ici qui est finement réalisée. Il faut mentionner que cette peinture a été réalisée dans les années 1530-1540 et que donc, même si cela est très bien réalisé ici, ce n'est pas non plus donc une première puisqu'effectivement cette perspective atmosphérique est maîtrisée depuis un petit moment déjà. Alors, notre maître aux Madones Joufflues, c'est vrai que je vous en ai parlé tout à l'heure, mais je ne vous ai pas expliqué cette drôle d'appellation finalement. En fait, tout simplement, on a rapproché quelques tableaux de la même période et surtout avec des éléments qui se rapprochent les uns des autres. Tout simplement, cette Vierge donc avec les yeux tombants, très légèrement entrouverts, les joues effectivement assez rebondies, d'où son nom de maître aux Madones Joufflues, et puis la plupart du temps également aussi cette chevelure légèrement ondulante retombant sur ses épaules. On est donc tout à fait ici dans cette caractéristique. Peut-être qu'un jour, l'un d'entre vous saura peut-être identifier ce fameux maître aux Madones Joufflues. Alors restons dans l'art religieux, mais changeons finalement de support, puisqu'ici nous avons donc des fragments du monument funéraire du tombeau de Guillaume Filastre. Alors Guillaume Filastre est très intéressant ici pour l'histoire de Saint-Omer et plus particulièrement pour l'histoire de Saint-Bertin, puisqu'il en a été l'abbé effectivement. C'est un personnage qui a beaucoup de pouvoir, qui est donc intellectuel, il s'intéresse à beaucoup de choses et il voyage beaucoup. Et c'est intéressant ici pour notre œuvre, puisque tout simplement il va faire un voyage à Florence, donc en 1463, et va tout simplement s'inspirer et tomber en admiration devant certaines techniques, puisqu'effectivement, il va sûrement commander lors de ce voyage donc ce monument. Ce monument qui est donc réalisé avec des influences nordiques, puisqu'ici on voit représenter la mort en blanc, encapuchonnée et surtout sous forme de squelette. Et puis une influence qu'il dénote vraiment de son voyage à Florence, qui est tout simplement la présence de Saint Jérémie, qui est représentée dans une conque. Alors la conque, on peut la retrouver bien avant, dans l'Antiquité par exemple, je pense à Vénus, mais pas uniquement. Vous voyez également que ce monument, même s'il représente les personnages en blanc, Saint Jérémie est donc le personnage de la mort, est également dénote également d'influence de la technique qui a été utilisée pour réaliser ce monument, puisque vous retrouvez la couleur bleue, la couleur verte. On est effectivement sur un procédé que les Della Robbia, la famille qui réalise ce monument, maîtrise et qui permet tout simplement d'avoir ces couleurs assez vives qui résistent à la cuisson. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec notre chou. Vous retrouvez donc l'épitaphe également et quelques inscriptions et une couronne qui est a priori une couronne d'olivier, puisqu'on semble distinguer tout simplement des petites olives ici qui se trouvent donc parsemées entre les feuilles de celle-ci, et puis également l'aile d'un ange, peut-être. En tout cas, on a quelques fragments qui n'ont pas pu être restitués ici, qui ont été rénovés, restaurés plutôt en 2002, et qui complètent ce que nous avons exposé ici, mais qui malheureusement ne nous permettent pas d'avoir l'entièreté de ce tombeau. Alors changeons complètement de décor, puisque nous nous trouvons ici devant un pot à bière, effectivement. Alors forcément, nous ne nous intéressons pas au contenu, mais effectivement au contenant. Ce pot a été réalisé effectivement en argile grisante, cette argile tout simplement qui est très silicieuse. Alors vous allez me dire pourquoi utiliser cette argile? Tout simplement, dès qu'on a 50% de silice dans cette argile, nous avons un matériau qui va être assez pur et surtout assez dur, ce qui va permettre du coup de le rendre quasi imperméable, d'où l'utilité de cette argile grisante pour ce pot à bière, puisqu'effectivement si la bière passer par les pores effectivement de l'argile, ça sera un petit peu compliqué. Vous en conviendrez facilement. Ce qui nous intéresse ici aussi, c'est tout simplement le fait que notre pot à bière est décoré tout simplement de scènes ici mythologiques. Nous retrouvons finalement avec 3 femmes qui sont intéressantes et qui ne sont pas des femmes ordinaires. Tout simplement, nous avons
Vénus qui se trouve donc au centre que vous voyez ici, qui est représentée donc avec ce qui semble être une pomme et puis de façon plus certaine un petit personnage qui semble être un petit Cupidon en tout cas qui va décocher une flèche et qui nous permet de confirmer donc son identité, sachant également que nous avons une petite inscription au-dessus du personnage qui nous l'indique également. Cette Vénus, cette déesse de l'amour, même si elle ne se cantonne pas qu'à cela, est entourée donc de deux autres femmes, comme je le disais tout à l'heure, avec donc Lucrétia qui se trouve donc sur la gauche et donc qui est une femme donc romaine, Lucrèce. Donc l'histoire nous est racontée donc au IVe siècle avant Jésus-Christ. Cette femme est donc réputée pour sa vertu, pour sa beauté également. Et donc le fils donc, de Tarquin, le roi de l'époque, est tout simplement impressionné de cette vertu, de cette beauté, puisque pendant qu'elle file la laine et qu'elle s'occupe avec ses servantes, les autres femmes finalement font la fête. Alors je résume à grands traits cette histoire, mais toujours est-il qu'il en conçoit des désirs coupables et qu'effectivement, malgré donc son refus, il insiste et finit malheureusement par la violer. Lucrèce, qui est donc une très grande vertu, comme je vous le disais, ne peut pas supporter ce déshonneur, mais appelle son père et donc son mari également, pour raconter toute l'histoire et finit par se suicider pour ne pas tout simplement transmettre le déshonneur sur toute sa famille. Le fils du roi donc est un symbole, le symbole de la royauté, et son acte n'est pas sans conséquence, puisque donc, le mari et donc le père de Lucrèce vont tout simplement raconter cette histoire et la révolte va grandir très rapidement et il paraît, en tout cas c'est ce qu'il nous est dit, que la République naît de cet épisode puisque effectivement on va tout simplement bannir les rois et Tarquin qui lui est en voyage ne pourra pas rentrer dans sa ville, il sera donc en exil. Passons donc au personnage qui se trouve à ma droite, qui est donc Judith. Judith qui là est un personnage biblique effectivement, puisque on la situe vraiment beaucoup plus dans une aire géographique beaucoup plus lointaine. Et donc, elle s'oppose tout simplement à Nabuchodonosor. Alors, pas directement, puisque c'est son général Holoferne, qui, en obéissant à ce roi assyrien, va vouloir assiéger tout simplement et mettre à mal son village. Elle va trouver donc une astuce, un stratagème, puisqu'effectivement, elle va se faire inviter dans sa tente et surtout, grâce aux servantes, l'enivrer. L'enivrer tellement qu'il va finir par s'endormir tout simplement et elle va en profiter pour lui couper la tête. Et un épisode sanglant effectivement qui est représenté donc ici mais qui est représenté aussi par beaucoup d'autres artistes en peinture notamment. Alors depuis tout à l'heure nous naviguons entre religion, mythologie et nous évoquons les différents matériaux. Nous revenons un petit peu côté religion, mais vous allez voir que nous évoquons encore d'autres matériaux. Effectivement, avec ce coffret reliquaire qui est donc composé de bois, puisque c'est ce matériau qui compose sa structure. Vous voyez également à sa base, et puis surtout de la nacre qui est finement ciselée pour réaliser les motifs dont je vous parlerai juste après. Coffret reliquaire, donc son nom l'indique, on se trouve devant coffret effectivement qui protégeait a priori une relique. Et ce coffret est selon les archives, puisqu'il a été donné en 1906, provenait de Saint-Bertin. Alors la provenance n'a pas été attestée par les documents, par les diverses recherches que nous avons pu mener jusqu'à maintenant, mais c'est a priori une provenance qui serait tout à fait probable, puisque donc à l'époque, au XVIe siècle, et au XVIIe d'ailleurs, nous avons une production assez importante de ces coffrets reliquaires, plus ou moins imposants, qui reprenaient tout simplement la forme un petit peu simplifiée de l'église Saint-Sépulcre tout simplement, qui se trouve à Jérusalem. Ce qui est intéressant, donc effectivement, c'est la reprise de cette forme, donc de façon simplifiée, mais également les détails dont je vous mentionnais la présence tout à l'heure, puisque tout autour de ce coffret reliquaire, dans des petites niches finalement,
entre deux colonnades. Donc, nous respectons vraiment l'architecture de ce lieu de culte. Vous trouvez effectivement les 11 disciples effectivement, hein, qui suivent donc, le Christ tout simplement dans sa mise en tombeau effectivement par la suite également, et puis deux personnages, deux femmes donc saintes, peut-être la Vierge, qui sont représentées entre autres hein, sur le pourtour hein, de ce coffret en arc. Et puis sur le dessus, ce qui n'est pas négligeable non plus, vous voyez un ange qui semble ouvrir tout simplement la porte du tombeau hein, qui conservait le corps de Jésus, donc référence ultime à sa résurrection. Alors, religion toujours, mais cette fois-ci avec, vous voyez, une œuvre qui est complètement différente. On pourrait même parler quelque part de monument, de par les dimensions, effectivement, de ce que je vais vous présenter. Ce sont tout simplement, en fait, les boiseries hein, qui se trouvaient dans la salle de justice de la Halle Échevinal. Alors, rapidement, la Halle Échevinal, c'est ce qui se trouvait à Saint-Omer, à la place de notre ancien hôtel de ville, qui est maintenant appelé Moulin à Café, et qui conserve dans notre théâtre, qui a gardé d'ailleurs le même nom. Cette halle échevinale était symbolique, le symbole en tout cas, du pouvoir civil, finalement de nos échevins. Alors si on veut un petit peu résumer, ça serait nos conseillers municipaux de l'époque, mais avec des pouvoirs très élargis, puisqu'effectivement, ils avaient des pouvoirs judiciaires, donc également en termes économiques, et puis également un pouvoir politique assez important. Je n'en dis pas plus puisque ce n'est pas l'objet de notre explication ici. Les boiseries de la Halle Échevinal et donc de cette salle de justice présentaient tout simplement différents jugements ou sentences assez connues qui finalement devaient inciter juges et également tout un chacun à réfléchir au sens de la justice et à la rendre de façon la plus intègre et la plus juste possible. Nous en venons donc au premier jugement, la justitia prudens, la justice avisée, qui est ici illustrée par un épisode assez connu de beaucoup d'entre vous, sûrement, le jugement de Salomon. Alors le jugement de Salomon, je n'en donnerai pas tous les détails, mais ce jugement concerne tout simplement deux femmes de mères, qui avaient un petit enfant, et malheureusement l'un d'entre eux va mourir lors d'une nuit tout simplement, et au matin, les deux femmes se disputent la maternité de celui qui reste. Salomon, vous vous doutez bien, on n'a pas donc les tests ADN forcément à l'époque, et puis ça ne rentrerait pas effectivement dans l'enseignement que l'on va en tirer, on ne sait pas comment départager les deux mères pour savoir quelle est la vraie et quelle est celle qui ment. Il propose tout simplement donc de couper, effectivement, chose affreuse, le nouveau-né, le nourrisson, en deux et de donner une partie à chacune d'entre elles. Celle qui se trouve être la mère de l'enfant accepte avec résignation de donner son enfant à celle qui n'est pas la vraie mère, entre guillemets. La fausse ne voit aucun problème à donc couper cet enfant en deux. C'est ainsi que Salomon peut restituer l'enfant à sa mère biologique. Alors ici, deuxième jugement, en tout cas deuxième enseignement, justitia exequo mesurans. Alors la justice donc équitable tout simplement, et nous retrouvons le personnage d'Adonie Bézek. Tout simplement en fait, il inflige un supplice aux ennemis qu'il a vaincus et il leur fait couper le pied. Alors, chose barbare, vous me direz, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Puisqu'effectivement, vainqueur, comme dit tout simplement l'inscription qui se trouve en dessous, il l'a ordonné, vaincu, il le subit lui-même. Donc effectivement, une fois qu'il est vaincu, vous voyez la scène ici représentée, il se plie effectivement à ce supplice horrible d'avoir le pied coupé. Troisième jugement, et malheureusement ici, vous verrez que la justice, ça n'est pas toujours une affaire très simple. Nous traitons donc la justitia vindex, la justice vengeresse, puisqu'effectivement cela relate l'épisode de Suzanne. Suzanne, jeune femme qui se fait surprendre, encore une fois, à demi-nue, par des vieillards. L'histoire ne s'arrête pas là, puisque les vieillards lui font des propositions malhonnêtes, comme nous dirions aujourd'hui, et donc elle les refuse. Ils sont donc vexés naturellement et vont tout simplement l'accuser d'adultère.
Elle est en mauvaise posture, mais donc heureusement, le prophète Daniel va arriver tout simplement pour l'innocenter. Et donc Suzanne retrouve tout simplement sa vertu, quelque part, en tout cas de façon imagée. Alors, nous retrouvons un quatrième jugement qui, là aussi, vous le verrez, et d'ailleurs l'inscription le mentionne, traite de la justice sévère, Justitia Severa. Effectivement, cela raconte l'épisode de Cambyse qui va se pencher sur un juge qui s'appelle Sysamnès. Ce juge Sysamnès va tout simplement acquitter des coupables et puis surtout accuser des innocents pour de l'argent. Cambyse n'accepte pas du tout cette attitude et va donc tout simplement le condamner à être écorché vif. L'épisode est donc déjà assez sanglant, mais cela ne s'arrête pas là non plus, puisqu'il va tout simplement obliger son fils à siéger à sa place, donc à devenir juge, et à s'asseoir sur la peau de son père qui va être installé sur la chaise où la justice est rendue. Passons donc ici à la Justitia Matura, à la justice mûrie. On a donc Alexandre ici qui est mentionné et qui va tout simplement effectivement écouter le plaignant, la victime, mais également le fautif, celui qui ment, pour tout simplement prendre son jugement en ayant écouté toutes les parties. Et cela est donc très important effectivement pour les échevins pour rendre la justice. Passons à notre jugement. Nous parlons souvent de justice aveugle, Justitia Caeca. Elle est toujours d'ailleurs représentée, cette justice, avec les yeux bandés. Là, en l'occurrence, nous retournons dans l'Antiquité, dans des temps reculés en tout cas. Elle traite de l'épisode de Manius, qui était un officier romain, mais surtout fils de consul, et qui, pour faire plaisir à son père, que son père soit fier surtout, va attaquer l'ennemi et surtout en revient vainqueur. Nous nous attendrions à ce qu'il soit récompensé et donc que son père en soit très fier. Le problème est tout simplement que Manius avait interdiction, comme tous les autres soldats, de prendre des initiatives et surtout d'aller attaquer sans autorisation. Il se fait donc tuer, attaché en tout cas à un pieu et tué par les soldats de son père puisqu'il avait désobéi aux ordres. Nous traitons ici de la justice approuvée par Dieu, Justitia Adeo Approbata. Et ici, on traite plutôt d'un sujet assez particulier, puisque le juste vengeur d'un viol se voit refuser les sacrements par le prêtre que vous voyez ici à droite. Et il est donc mentionné qu'à sa mort, donc à son entrée au paradis, il recevra tout de même pour la justice les derniers sacrements. Nous revenons ici dans un jugement qui, vous me direz encore une fois, est un petit peu violent, effectivement. Nous traitons de la justice intègre, la Justitia Integra. Et pour cela, on utilise tout simplement l'histoire de Zaleuc. Zaleuc, qui est un législateur en Grèce, toujours dans ces temps reculés de l'Antiquité, et qui a fait tout simplement voter une loi pour que l'adultère soit puni, et surtout qu'il soit puni en crevant les yeux de celui qui l'avait commis. Et vous me direz, ça ne peut pas être si simple, effectivement, puisque son fils va commettre ce crime d'adultère. Se trouve donc le législateur qui doit faire respecter la loi qu'il a créée, qu'il a fait voter, et puis surtout le père qui n'a pas envie de blesser son fils. Il va donc crever, en tout cas faire crever un œil à son fils, et par compassion, en tout cas avec son cœur, va également se faire crever un œil. La loi sera donc respectée, mais il aura donc respecté également son cœur de père. Finissons par la Justitia Pius Seconda, donc la justice favorable aux pieux. Alors elle est représentée de façon un petit peu plus générale. On représente un roi qui a priori serait la représentation des pieux et aurait des actes conformes à la piété, et puis les personnages impies qui du coup se feraient punir. Petite excursus avec cette superbe horloge, effectivement, qui est en marbre de ciel, en marbre jaune de ciel, et en cuivre patiné de doré et de bronze pour le reste de cette horloge. Cette horloge qui, peut-être vous reconnaissez le personnage, est assez intéressante effectivement, puisqu'elle représente Achille, qui, comme vous voyez, est blessé au talon.
Alors on va redresser un petit peu son portrait. Effectivement, Achille est le fils donc de Pelée et effectivement aussi de Thétis, qui est une Néréide. Et sa mère, très tôt, a volonté effectivement de le rendre invulnérable. Elle va donc le plonger dans le Styx, mais va le tenir effectivement par le talon. Et c'est pour cela que ce point particulier reste donc sensible. Allons un petit peu plus loin donc, dans la vie d'Achille, puisqu'il va donc être caché. En tout cas, sa mère ne va pas vouloir qu'il participe à la guerre de Troie, mais indirectement, donc, il va y participer quand même. Se mettre donc en colère et avoir un conflit effectivement avec donc, le roi Agamemnon. On va donc parler de la colère d'Achille, on a d'autres noms effectivement aussi pour cet épisode, mais va de nouveau rentrer dans la bataille puisque Patrocle, son ami d'enfance, va être tué. Il se confronte donc à Hector qui va réussir à le tuer d'une flèche, effectivement dans le talon. Vous voyez ici donc cette scène qui est représentée, parfaitement représentée d'ailleurs ici avec tous les détails des plis donc de son vêtement, en tout cas du tissu qui le couvre. La même chose pour son casque. Et surtout, ce qui nous intéresse aussi ici, c'est que c'est une horloge qui est d'une dimension assez intéressante, assez imposante. Et il faut savoir donc qu'elle date du 19e siècle, période où justement la cheminée sur laquelle il est posé va être de plus en plus imposante. On va se servir de la cheminée autrement que comme le seul foyer. Elle va devenir vraiment un élément de décoration, ce qui va permettre donc aux horloges d'avoir des dimensions plus imposantes pour aller tout simplement avec les dimensions des cheminées. À rajouter aussi qu'à cette époque-là, on fait beaucoup de progrès pour les horloges et tout ce qui tourne autour, donc pour la marine principalement, et on va donc adapter pour avoir une qualité assez intéressante pour les horloges domestiques, comme vous trouvez ici à l'exemplaire des descendants. Passons donc à un tableau, effectivement, comme vous voyez, d'une dimension assez importante, qui me permet de vous parler d'un mythe qui est très connu. Effectivement, vous voyez qu'il est représenté ici le mythe d'Ulysse et les sirènes, effectivement. Ulysse, donc, ici peint par Léon Belli, qui est donc un artiste romain qui est originaire de la ville et qui a poursuivi ses études et qui par la suite, un petit peu plus tard ailleurs, effectivement, et qui va donc se confronter, lui qui est un peintre réputé orientaliste, donc sur une aspiration complètement différente, à un thème qui est beaucoup plus classique ici, puisqu'il veut participer à l'académie. Il veut effectivement obtenir un prix. Vous avez donc ici représentation d'Ulysse, qui est représenté assez droit, avec des liens qui sont vraiment assez souples d'ailleurs, peut-être pas forcément aussi réaliste qu'on s'y attendrait, et puis donc assez reconnaissable avec son bon écrivain et sa conduite. Donc ce tableau effectivement a été réalisé par Belli, mais avec un accueil qui l'a assez déçu. Effectivement, il reproche finalement d'être trop académique. Il reproche également d'avoir représenté des personnages avec une expression assez statique, peu d'expression finalement. Et c'est vrai que si nous regardons notre Ulysse, les sirènes également, nous ne voyons pas effectivement beaucoup d'expression. Il donc représente Ulysse, comme je vous le disais attaché, mais également les sirènes que vous voyez ici, donc qui sont représentées sous forme de femmes. Et donc femmes sans queue de poisson, effectivement nous avons l'habitude de cette image, mais ça n'est pas le cas ici. Il faut aussi notifier qu'il s'inspire donc d'un tableau de Rubens qui représentait l'arrivée de Marie de Médicis à Marseille. Par là, malgré l'accueil qui a été réservé et qui l'a déçu, il montre quand même qu'il sait s'appuyer sur des peintres de renom, s'appuyer sur ces classiques, et c'est quelque chose de très important. Il faut aussi mentionner la présence de Myrte, dans l'Undine des sirènes, qui représente aussi peut-être fait référence en tout cas à Orphée, qui lui aussi a eu mal à partir avec ses sirènes, dont le sang mille aux yeux entraîne les marins vers le fond des mers et vers un dessin assez funeste. Sur ces derniers propos, entre différents matériaux, entre peinture, sculpture et œuvres de toute taille, j'espère que j'ai pu vous intéresser et surtout vous donner envie de venir
forcément avec les mesures barrières, avec vos masques, découvrir toutes ces œuvres, beaucoup d'autres, et rencontrer pourquoi pas le personnel du musée ou mes collègues du